Léonard de Vinci, 1452-1519, fut déjà révéré par ses contemporains comme un des plus grands hommes de la Renaissance italienne. Cependant, il leur parut énigmatique, ainsi qu'à nous encore aujourd'hui. Génie universel, on peut pressentir ses limites non les trouver, c'est comme peintre qu'il exerça l'influence la plus déterminante. Il nous était réservé de reconnaître la grandeur de l'investigateur de la nature et de l'ingénieur unis en lui à l'artiste. S'il nous légua en peinture des chefs-d'œuvre, si par contre ses découvertes scientifiques restèrent non publiées et non reconnues, en lui cependant, l'investigateur ne laissa jamais la carrière tout à fait libre à l'artiste. Souvent il lui porta préjudice, et peut-être finit-il par l'étouffer. Vasari prétend que Léonard mourant s'accusa d'avoir offensé Dieu et les hommes pour n'avoir pas rempli sa mission en art. Ce récit de Vasari n'a pas pour soi la probabilité externe, ni beaucoup de vraisemblance interne, et appartient à la légende qui commençait à se former de son vivant déjà, autour du maître mystérieux, mais garde cependant une valeur comme témoignage de l'opinion des hommes d'alors. Qu'est-ce qui dérobait la personnalité de Léonard de Vinci à la compréhension de ses contemporains? Sûrement pas la multiplicité de ses dons et de ses connaissances, qui lui permettaient de se présenter à la cour de Ludovic Sforza, dit le mort, duc de Milan, comme joueur de luth sur un instrument de sa façon, ou lui faisait écrire au même duc de Milan cette lettre extraordinaire où il vante ses talents d'architecte ou d'ingénieur militaire, car la Renaissance était accoutumée à la réunion de tant de capacités en un seul. Léonard n'en était qu'un des plus brillants exemples. Et il n'appartenait pas non plus à ce type de génie qui, doué pauvrement par la nature quant à l'extérieur, n'attache à leur tour aucune importance aux formes extérieures de la vie et fuit, douloureuse et assombrie, le commerce des hommes. Il était plutôt grand et régulièrement bâti, il avait le visage d'une beauté accomplie, le corps d'une force rare, il charmait par ses manières, il était éloquent, gai et aimable envers tous, aimait à s'entourer de la beauté des choses, s'adornait volontiers de vêtements brillants et appréciait tous les raffinements de l'existence. Dans son traité de la peinture, il a, en un passage où éclate son amour de la vie joyeuse et aisée, comparé la peinture aux autres arts plastiques et décrit les peines du sculpteur. Il a le visage tout barbouillé de poudre de marbre et ressemble à un boulanger. Il est tout couvert de petits éclats de marbre, comme s'il lui avait neigé sur le dos, et sa demeure est remplie d'éclats de pierre et de poussière. Tout autrement en est-il chez le peintre. Le peintre est assis commodément devant son travail, bien habillé, et fait courir le pinceau parmi les gracieuses couleurs. Comme vêtement, il porte ce qui lui plaît. Et sa demeure est pleine de belles peintures et d'une propreté resplendissante. Souvent il reçoit. On fait de la musique, ou on lit quelque belle œuvre dont on peut récréer son esprit sans être troublé par le fracas des marteaux ou quelque autre tapage. Il est possible que ce tableau d'un Léonard radieux et joyeux de vivre ne répondent qu'à la première partie de la vie du maître. Plus tard, quand la chute de Ludovic le Mort l'obligea à quitter Milan et à abandonner son champ d'action et sa situation assurée pour mener une vie errante, pauvre et terne, jusqu'à ce qu'il trouvât en France son dernier asile, l'humeur de Léonard put s'assombrir et plus d'un trait étrange de son caractère s'accentuer. Et l'intérêt croissant qu'il portait à la science, le retirant à mesure de l'art, devait contribuer à élargir l'abîme entre lui et ses contemporains. Toutes les expériences auxquelles, suivant eux, il gaspillait son temps, au lieu de peindre assidûment sur commande et de s'enrichir, comme son ancien condisciple le Pérugin, leur semblaient amusements chimériques, ou lui valaient même la suspicion de s'adonner à la magie noire. Nous le comprenons mieux, sachant à quels arts il se vouait. En son temps où l'autorité de l'Église commençait à faire place à celle de l'Antiquité, et qui ne connaissait pas encore la recherche sans préjugés, il restait forcément un isolé, lui, précurseur et rival non indigne des Bacon et des Copernic. Quand il disséquait des cadavres d'hommes et de chevaux, construisait des machines à voler, étudiait la nutrition des plantes et leur réaction au poison, il s'éloignait fort des commentateurs d'Aristote et se rapprochait des alchimistes méprisés, dans les laboratoires desquels la recherche expérimentale avait du moins trouvé asile en ces temps hostiles. Mais cela fit que Léonard ne mania plus volontiers le pinceau, peignit de moins en moins, laissa inachever ses œuvres et s'intéressa peu à leur sort. Et ses contemporains lui reprochèrent justement cela, cette attitude envers l'art leur demeurant énigme.